Les Passéonautes, partie 8. Perdus dans le temps. Rose n'avait pas voulu remonter, estimant que son activité avait été insuffisante pour nécessiter une explication. Gérard et Lucie étaient donc les seuls à effectuer l'aller-retour. Ils commençaient à en avoir l'habitude. Papy appuya sur le bouton « bas » et il allait retourner à ses occupations quand il vit que les voyants affichaient les réglages de la machine. Ces voyants changeaient sans arrêt. Il ne fallait surtout pas stopper la machine, au risque de disloquer les utilisateurs. Il prit son appareil photo qu'il régla sur caméra et il filma le tableau affichant les voyants. Ce qui était sûr, c'est que le lieu d'arrivée et l'époque choisie ne seraient pas ceux prévus, et cela serait sans doute un moindre mal. Il attendit que les voyants se stabilisent pour arrêter la caméra et copier le fichier vidéo obtenu sur son ordinateur. Il pensait que le transfert n'avait pas pu se réaliser avant qu'il ait commencé à filmer. Il disposait d'une multitude de lieux et de dates potentielles d'arrivée. Enfin, il était un peu rassuré par le fait que le faisceau d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil était resté stable. Gérard et Lucie avaient dû ressentir des secousses violentes, comme s'ils étaient dans un ascenseur qui monte et qui descend sans interruption. Gérard et Lucie s'étaient, en fait, retrouvés au beau milieu d'un champ dans lequel broutaient quelques vaches qui ne leur prêtaient aucune attention. Ils avaient été fortement secoués. Lucie avait un fort mal de tête et elle avait vomi plusieurs fois. Ils ne reconnaissaient bien sûr pas l'endroit où ils devaient arriver, et ils ignoraient tout de celui où ils se trouvaient. Par contre, reconnaître ce lieu était vital pour eux, car c'est à partir de là seulement qu'ils pouvaient espérer revenir chez eux. Gérard tenta de joindre Papy, mais la ligne ne fonctionnait pas, ou il n'y avait personne aux manettes. Il entreprit de dresser une carte, pendant que Lucie entassait tous les cailloux qu'elle trouvait pour matérialiser l'emplacement. Ils empruntèrent un petit chemin qui longeait le champ. Gérard matérialisait sur son plan le chemin parcouru, tandis que Lucie entassait les petits cailloux lors des changements de direction, comme le petit poussé l'avait fait avant elle. Ils s'approchèrent d'une ferme où ils furent accueillis à grand bruit par un énorme chien qui tirait sur sa chaîne. La fermière vint à leur rencontre. Gérard lui indiqua qu'ils s'étaient perdus et qu'ils ne savaient pas trop où ils étaient. Elle leur dit « De ce côté, c'est le village de Marlieu, à 3 kilomètres. De l'autre, c'est Villars-les-Dombes, à 5 kilomètres. Vous êtes jeune, vous y serez bientôt. » Lucie dit à Gérard qu'ils avaient eu de la chance, car ils auraient pu tomber dans un étang. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à attendre que Papy retrouve leurs traces. Ils se dirigèrent donc vers Villars, où ils achetèrent des sacs de camping, des duvets, tout le matériel de base du parfait petit campeur, et le maximum de victuailles que pouvaient contenir leurs sacs. Ils n'avaient pas pris de tente pour ne pas se faire remarquer, mais ils avaient acheté une bâche à poser sur le sol pour éviter son humidité. Puis, ils retournèrent à leur lieu de départ en évitant de passer près de la ferme pour ne pas alerter le chien. Pendant ce temps, Papy se démenait, mais il était inquiet. Il pensait, ils ont pu tomber en mer ou sur un immeuble, ils sont peut-être blessés. Il visualisait la vidéo du tableau affichant les voyants en utilisant l'option ralenti maximum, et il prit des notes. Gérard et Lucie passèrent leur soirée à discuter. Ils n'avaient pas prévu de lieu de rassemblement en cas de problème. Ils ne savaient donc pas s'ils devaient attendre ici ou essayer de rejoindre le cercle de transfert habituel. Devaient-ils se séparer? Ils décidèrent qu'il le fallait. Gérard allait rester près de la zone d'atterrissage et Lucie tenterait de téléphoner à Rose pour la prévenir et ensuite tenter de la rejoindre. Ils se séparèrent en début de matinée. Lucie avait coupé à travers champs et elle n'avait pas fait plus d'une centaine de mètres quand elle aperçut une 4L de la gendarmerie
qui s'approchait de l'endroit où se tenait Gérard. Elle ne savait pas si elle devait faire demi-tour ou rester cachée. Elle décida de rester derrière la haie qui la protégeait des regards. Elle ne pouvait rien entendre de l'endroit où elle se trouvait, mais la rencontre avec les gendarmes semblait mal se dérouler. C'était quand même étonnant, car Gérard avait de faux papiers en règle, et le camping sauvage ne pouvait être au maximum que verbalisé. Elle vit ensuite les gendarmes enfermer le matériel de camping dans le coffre de leur voiture, menotter Gérard et le pousser à l'arrière de la 4L. Elle était sidérée. S'ils avaient été dénoncés, pour une raison qu'elle ne comprenait pas, elle pouvait être également menacée. Il fallait absolument qu'elle puisse joindre Rose au téléphone rapidement. Elle avait de l'argent, mais les hôtels étaient peut-être surveillés, et son signalement pouvait être diffusé. Elle se dirigea vers la route nationale et fit l'autostop en direction de Bourg-en-Bresse. Il devait être plus facile de se cacher dans une grande ville que dans une petite. Une voiture s'arrêta presque aussitôt et la déposa au centre-ville. Elle choisit un hôtel qui disposait d'une ligne téléphonique directe dans les chambres. Elle réussit à joindre Rose et lui expliqua la situation, ou du moins ce qu'elle connaissait de la situation. Rose lui promit de demander à René de venir la chercher avec sa moto et d'informer la famille. René, bien sûr, prit sa moto avec plaisir pour aller chercher Lucie. Il n'oublia pas de prendre un deuxième casque. Rose lui avait remis de l'argent pour le voyage. Et il devait la trouver le lendemain à 8 heures devant son hôtel. De son côté, Rose avait rejoint la famille par la voie habituelle, qui était toujours active. Anna a été désignée pour être le nouveau chaperon de Lucie pendant la durée d'indisponibilité de Gérard. Elle a accepté, mais cette tâche ne lui convient pas. Elle craint de s'ennuyer. Elle est veuve et son ancien mari lui a laissé une petite fortune qui, bien gérée, lui permet de vivre tranquillement. Elle n'a jamais travaillé, jamais eu d'enfant. Elle occupe ses loisirs avec ses nombreux amis, le cinéma, les concerts, la télévision. Elle sait déjà qu'elle ne va pas du tout se plaire dans ce nouvel univers. Elle n'aura plus d'amis, elle ne connaîtra plus personne. Elle a déjà visionné tous les films qui passent sur les écrans, et elle juge la télévision de l'époque nullissime. Il n'y avait pas encore le métro à Marseille, et s'y déplacer en voiture est une horreur. Enfin, elle n'a pas une envie folle d'être confinée à jouer la nounou de sa nièce. Papy a commandé de toute urgence de nouveaux papiers d'identité, et ce pour toute la famille. Il avait agi par précaution. Anna doit repartir, mais il lui faut pour cela attendre d'avoir reçu les nouveaux papiers d'identité que Papy a commandés. Les livraisons prennent souvent beaucoup de temps pour les colis en provenance d'Asie. Enfin, Papy n'a toujours pas réussi à repérer la zone où ont atterri Gérard et Lucie, mais maintenant cela n'a plus d'importance. Lucie a mal dormi, et elle attend depuis des heures la moto qui doit venir la chercher. Elle feuillette un quotidien régional pour tromper sa nervosité. Soudain, son attention est attirée par le titre d'un article fait divers. Un homme arrêté pour détention de faux papiers et de fausses monnaies. L'homme détenait de faux papiers, qui aurait passé n'importe quel contrôle de routine, mais il disposait aussi de papiers d'identité et de billets de banque émis après l'année 2000. L'homme, qui n'a pu être identifié, refuse de parler, et la justice ne dispose d'aucune piste. Le suspect a été conduit à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse. Lucie comprenait mieux à présent. Gérard avait, par erreur, pris avec lui ses 2 jeux de papier d'identité et des euros. Il fallait le sortir de là. À 7h30, René attendait avec sa moto de l'autre côté de la rue. Il avait peur de se faire remarquer. Un 13 dans l'un, ça se voit. Lucie avait payé sa note
et l'avait rejoint. René avait décidé de prendre les petites routes pour éviter les contrôles plus fréquents sur les routes nationales. Le voyage se déroula presque sans encombre, et René déposa sa passagère près du cercle de transfert. Cependant, pendant le parcours, René avait perçu de loin des camionnettes de gendarmerie et un gendarme au bord de la chaussée. Une file de voitures et de camions devant lui rendait invisible sa moto, ce qui lui permit de se garer sur la droite de la route, entre deux maisons, et ça sans se faire remarquer. Il y avait beaucoup de circulation. Aussi, il avait décidé de conduire tranquillement, sans doubler les voitures. C'est ce qui lui avait permis de détecter immédiatement le danger. Rien ne prouvait que les gendarmes aient pour mission d'arrêter sa passagère, mais il valait mieux être prudent. Maintenant, il suffisait d'attendre tranquillement que les forces de l'ordre décident de libérer le passage en s'en allant. René profita de l'occasion pour interroger Lucie au sujet de la visite d'un autre René qui lui avait raconté des histoires assez extraordinaires la concernant. Lucie était dans ses petits souliers. Ses nerfs lâchèrent et elle fondit en larmes. Elle raconta l'histoire de la machine de papy qui permettait de voyager dans le temps. Et elle confirma les affirmations de l'autre René. Elle était bien sa future fille. René ne s'attendait pas à ça. Pas du tout même. Il avait la gorge serrée, mais il demanda. L'entrée dans les ordres, c'est du pipeau à mon intention? Oui, mais parfois j'y pense réellement. Tu n'as pas de petite amie? Non. Ça te ferait de la peine? Plus maintenant que je sais. Mais il faut que je m'y fasse. Ce serait abominable de ne pas se réjouir du bonheur de ses enfants. Mais pour l'instant, dans ma tête, dans mon cœur, tout est flou. Parlons d'autre chose. Ils n'eurent pas l'occasion de le faire car les camionnettes de la gendarmerie avaient disparu, les laissant libres de poursuivre leur chemin. Et c'est avec un grand soulagement que la famille accueillit Lucie. Après les embrassades de rigueur, mamie Bianca prit la parole. Elle, qui était habituellement effacée dans les discussions familiales, semblait vouloir y occuper toute sa place. Avant de nous occuper de la situation actuelle de Gérard, je voudrais soulever une question que me pose Rose. Elle est actuellement, disons, en ménage, avec Pierre qui est restaurateur, comme vous le savez, et elle nous demande d'intégrer Pierre dans le monde d'aujourd'hui. Elle propose d'appeler en haut le monde actuel et en bas le monde ancien pour nous simplifier les choses. Que pensez-vous de cette possibilité d'intégration? Anna, qui n'aimait pas beaucoup toutes les modifications susceptibles de changer sa vie tranquille, était contre. Elle argua que le Pierre en question avait déjà un certain âge qu'il avait acquis dans le monde d'en bas. Et s'il venait ici, ce serait probablement pour constater qu'il était mort, ou peut-être en difficulté dans une maison de retraite. Rechercher sa maison qui pourrait avoir été démolie, rechercher vainement ses vieux amis, se recueillir devant sa propre tombe, sur laquelle serait indiquée la date choc de son décès, date qu'il n'oublierait bien sûr jamais, et qui risquerait de traumatiser Rose. Inversement, le voyage vers le bas ne peut se révéler que plus excitant, toutes les personnes que nous connaissons aujourd'hui étant toujours vivantes ou en attente de naissance. Je dois ajouter, continua-t-elle, nous avons acquis un énorme lot de faux billets anciens, utilisables dans le monde d'en bas, mais nous sommes incapables de lui fournir de l'argent pour vivre ici, ni de lui procurer une carte vitale lui permettant de se faire soigner. Mamie Bianca promit d'informer Rose des risques d'une intégration de Pierre dans notre monde. Tous étaient désolés, car c'était le signe de la première fracture dans la famille. Rose risquant de choisir de poursuivre sa vie dans le monde d'en bas. Lucie prit à son tour la parole pour raconter son périple, et elle s'indignait de la visite d'un René d'en haut au René d'en bas. Comment était-ce possible? Qui avait permis cela? Que valait la fameuse protection par l'ADN des transferts hors famille? Elle était outrée. René avait tout raconté à son homologue, et devant l'évidence, elle n'avait eu d'autre possibilité que de confirmer ses dires. Tous les efforts qu'elle avait déployés
pour réussir sa mission était anéantie et elle exigeait d'en connaître le ou les responsables. Personne ne prit la parole. On aurait pu deviner que les responsables étaient ceux qui baissaient les yeux. Le silence devenait gênant. Enfin, mamie Bianca se lança. Si le linge sale se lave en la famille, alors on va le laver. Et on ne va rien oublier. Lucie se plaint de voir sa mission s'achever trop tôt. Eh bien, elle aurait pu s'achever plus tôt encore. Je vais tout vous raconter. Tout. Un soir, papy est rentré de son atelier en pleurant. Il criait « Je l'ai tué! Je l'ai tué! J'ai tué la petite amie de René !» Il était sur son lit et il ne cessait de sangloter. Je l'ai consolé, mais je ne savais pas trop quoi faire, car je ne comprenais pas la situation. Quand il s'est calmé, il m'a expliqué qu'il était descendu dans le monde du bas pour abattre René, qui avait une attitude bien trop explicite à l'égard de Lucie. Il avait pris son pistolet, il l'avait suivi et s'était caché tout près. Il allait tirer quand une femme s'est placée sur la ligne de tir. Elle gesticulait et il attendait qu'elle se déplace pour tirer. Il a tiré au mauvais moment et il a tout de suite compris qu'il s'était trompé. Le corps de la fille était tombé sur René, le protégeant. Il ne pouvait plus tirer. Papy a réussi à ne pas se faire remarquer et à se fondre dans la population. Je lui ai confisqué le pistolet, constatant qu'il contenait encore des cartouches. Le lendemain ou le surlendemain, je ne me souviens plus, Rose est montée et m'a raconté toute l'histoire, du moins la partie qu'elle connaissait, et elle me parla de l'enterrement de la jeune femme. J'avais un très mauvais pressentiment. La nuit, j'avais fait des rêves de mort. J'étais angoissé. J'ai demandé à Anna de m'accompagner. Cela a semblé l'amuser et elle a accepté. J'ai donc pris un seau, une brosse, une serpillière, et bien sûr le pistolet que j'ai mis dans mon sac. Au cimetière, nous avons vite repéré la tombe de la petite, et nous en avons choisi une, pas trop loin, qui nous permettait de surveiller la cérémonie. Et après avoir rempli le seau avec de l'eau, nous sommes mis à nettoyer la tombe. Nous riions comme de petites folles, en évoquant ce que l'on pourrait dire à son propriétaire s'il se présentait. On s'était trompé, c'était notre journée de bonne action. Nous en avions presque oublié l'enterrement quand des éclats de voix nous mirent en alerte. Je vis un homme, porteur d'une arme, menacer René. Je sortis rapidement le pistolet du sac, et sans presque viser, je tirai. Je vis l'homme tomber. Je lâchai le pistolet dans le seau plein d'eau sale, qu'il a dissimulé. J'ai arraché un bouquet de fleurs fanées, et j'ai dit à Anna, « On s'en va. » Nous sommes repartis tranquillement. Une des personnes assistant à l'enterrement est bien venue vérifier que nous n'avions pas d'armes, mais il n'a pas insisté. Nous n'avions pas des profils de tueuses. Papy n'en croyait pas ses oreilles, et il demanda, « Tu sais utiliser le mécanisme de démarrage automatique qui permet de revenir au point de départ sans assistance ?»« Bien sûr, je sais tout faire. » Papy sentait que son invention lui échappait. De plus, il craignait que le représentant de la planète lointaine chargé de surveiller la Terre ne s'alarme des 2 meurtres perpétrés par la famille. Lors de leur entretien, il avait clairement exprimé un impératif. On ne touche pas au passé. Et il avait laissé entendre qu'ignorer ce message pouvait engendrer une situation conflictuelle. Mamie Bianca reprit la parole. Maintenant, pour la rencontre entre les 2 René, c'est de ma faute. Mais j'ai eu pitié de lui. On joue avec son double un peu comme le faisaient les sorciers avec les poupées vaudou. Il créait une marionnette et il lui faisait subir des supplices, il lui plantait des clous, et c'était l'original qui souffrait. Et puis, ce qui est fait est fait. On ne peut pas y revenir. On pouvait s'occuper maintenant du cas de Gérard. Papy, dégoûté, avait quitté la pièce et s'était enfermé dans son bureau. Les autres, décontenancés, ne savaient quoi faire. Ils ne pouvaient pas attaquer une prison, ils ne pouvaient même pas prendre un avocat dans le monde d'en bas. Le lendemain, l'homme qui dirigeait la surveillance de la Terre sonna à la porte.
Papy lui ouvrit, le fit entrer et le pria de bien vouloir prendre place dans un fauteuil. Papy le remercia d'avoir accepté de le rencontrer. Il lui expliqua la situation. Un des membres de sa famille avait commis une erreur en se transférant avec des papiers et de la monnaie ne correspondant pas à l'époque de destination. Et il croupissait dans une prison. Papy lui demanda son aide pour tenter de le tirer de cette situation. L'homme regardait Papy. Il semblait hésiter à répondre. Enfin, il se décida. Depuis que nous surveillons la Terre, nous avons connu de nombreuses situations similaires dans lesquelles nos employés étaient emprisonnés. Et nous avons mis au point des méthodes fiables pour les sortir de là. Mais le problème n'est pas aujourd'hui de savoir si nous le pouvons, mais si nous le voulons. Vous nous avez énormément déçus. Votre petite famille a quand même transféré à 2 reprises des âmes chargées et a trucidé 2 personnes. Ce n'est pas rien. Les employés chargés de votre surveillance ont assisté à tous ces meurtres, tout en n'en connaissant pas les motivations. Nous ne pouvons pas continuer à vous laisser régler vos comptes familiaux ou autres dans le passé. Il semble que n'importe qui chez vous peut utiliser votre machine en transportant n'importe quoi. C'est du pur amateurisme. Un outil de transfert n'est pas un simple ascenseur. Papy ne savait pas quoi répondre. La situation semblait lui échapper. L'homme poursuivit. Si un tel fait menaçait de se reproduire, nous serions dans l'obligation de l'en empêcher par la force si nécessaire, et nous vous demanderions de détruire votre installation de transfert. Vous êtes avertis. Maintenant, nous allons faire notre possible pour récupérer votre collaborateur. Papy promit de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'incident. Et quelques jours plus tard, Girard put en effet nous rejoindre et il nous conta son aventure.